On entend beaucoup parler de données massives, de big data, d'intelligence artificielle, surtout quand il s'agit de santé. Et pour cause, c'est une véritable révolution qui est en marche. D'un côté, une promesse incroyable d'opportunités, et de l'autre, des défis et même des dangers assez considérables. On va essayer de décortiquer tout ça pour y voir plus clair. Voilà notre feuille de route. On va d'abord parler de cette fameuse révolution des données. Ensuite, on va définir ce que c'est, le big data avec les fameux 5V. Puis on verra le rôle de l'IA là-dedans. Ensuite, on mettra en balance les promesses et la réalité du terrain, avant de finir sur les grands défis qu'il reste à surmonter. Allez, on commence. Pendant longtemps, les données de santé, c'était un truc confiné à l'hôpital, au cabinet du médecin. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Cette révolution, elle commence littéralement entre nos mains, dans nos poches. Pensez-y une seconde. Nos téléphones, nos montres connectées, nos analyses génétiques, tout ça génère une quantité d'informations absolument phénoménale. Ces ensembles de données gigantesques, qu'on appelle donc le big data, sont désormais partout dans le domaine de la santé publique. Et ce qui est fou, c'est la diversité de ces sources. Bien sûr, on a les données très classiques, très structurées, les essais cliniques, les données des hôpitaux, mais on a aussi tout un tas de données beaucoup moins évidentes. Par exemple, ce qu'on appelle l'épidémiologie digitale, le fait d'analyser les recherches sur Google ou les posts sur les réseaux sociaux pour détecter, disons, le début d'une épidémie de grippe. Fascinant, non ? Ok, on sait maintenant que les données viennent d'un peu partout. Mais qu'est-ce qui fait qu'on parle de big data ? Pour bien comprendre ce concept, il y a un cadre, un modèle, qui est assez connu et très pratique. La définition de base, elle est toute simple. En gros, on parle de big data quand on a des données qui sont tellement énormes, tellement complexes, que nos bons vieux logiciels, ils n'y arrivent plus. Ils sont complètement dépassés. Pour aller plus loin, on parle souvent des 5V. Le premier, c'est le volume évidemment, la quantité astronomique de données qu'il faut stocker. Ensuite, la variété. On a du texte, des images médicales, des données génomiques. Chaque type de données demande une expertise particulière. Le troisième V, c'est la vélocité. Ces données sont générées à une vitesse folle et il faut les analyser presque en temps réel. Et enfin, les deux derniers sont peut-être les plus importants. La véracité, c'est-à-dire la qualité de la donnée, et la valeur. Parce que, soyons clairs, une montagne de données de mauvaise qualité ou sans objectif précis, ça ne sert absolument à rien. Face à cette montagne de données, à ces 5V, nos outils traditionnels sont à la peine. Il faut quelque chose de plus puissant, de plus autonome. Et c'est précisément là que l'intelligence artificielle, l'IA, entre en scène. Pour comprendre, il faut voir le changement de philosophie. Avant, avec les statistiques classiques, c'était un humain qui devait dire à la machine « Ok, cherche un lien entre ça et ça ». Ça marche bien, mais on est limité par nos propres hypothèses. Avec l'apprentissage machine, ou machine learning, c'est différent. On donne les données à l'algorithme et c'est lui qui, de façon autonome, va chercher des liens, des associations, parfois des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et quand on pousse cette autonomie au maximum, avec des techniques comme les réseaux de neurones ou le deep learning, on est vraiment au cœur de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est cette capacité de la machine à trouver elle-même des schémas pertinents dans un chaos de données qui change la donne. D'accord, on a des données massives et des outils surpuissants pour les analyser. La question qui se pose maintenant, c'est la plus importante. Concrètement, qu'est-ce que ça peut vraiment faire pour notre santé ? Faisons le tri entre le rêve et la réalité. Et la première réaction, souvent, c'est une forme de crainte. La grande angoisse, est-ce que la machine va remplacer l'humain ? Est-ce que les médecins et les chercheurs vont devenir obsolètes ? Eh bien, la réponse qui domine aujourd'hui, c'est non. L'idée, ce n'est pas leur remplacement, c'est l'augmentation. Un algorithme sera peut-être bien meilleur qu'un radiologue pour repérer une tumeur sur une radio. C'est une tâche précise. Mais il ne gère pas le patient dans sa globalité, la relation humaine, le contexte. Le professionnel est donc augmenté. Il a un nouvel outil surpuissant, mais il n'est pas remplacé. Et le potentiel de cette augmentation, il est vertigineux. On parle de pouvoir un jour personnaliser les traitements contre le cancer en fonction du profil génétique de chacun, de détecter des risques de dépression ou de suicide en analysant des traces numériques, d'optimiser en temps réel la gestion des lits dans un hôpital, ou encore, bien sûr, de repérer une épidémie bien avant qu'elle n'explose. Mais il faut aussi garder les pieds sur terre. Aujourd'hui, on doit être honnête. Une grande partie de tout ça, ça reste de l'ordre de l'espoir, de la promesse. On est vraiment au tout début de l'aventure et les applications concrètes à grande échelle sont encore très rares. Alors pourquoi ce décalage entre la promesse et la réalité ? C'est ce qu'on va aborder dans cette dernière partie, les énormes obstacles qui se dressent encore sur le chemin. On peut regrouper ces obstacles en 4 grandes catégories. Il y a des défis méthodologiques, éthiques et réglementaires, des défis humains, et enfin des défis purement matériels. Et chacun est un vrai sujet en soi. Tout commence par la confiance. Si les gens n'ont pas confiance et refusent de partager leurs données, même de façon anonyme et sécurisée, tout le château de cartes s'écroule.
Les lois comme le RGPD en Europe donnent un cadre, c'est essentiel, mais ça ne suffit pas à construire cette confiance. Ensuite, le défi humain. Et ce chiffre est très parlant. Pour une analyse vraiment complexe, là où un statisticien mettait peut-être 3 mois avant, un data scientist peut aujourd'hui passer 1 an, 12 mois. Ça montre 2 choses. Ces analyses sont beaucoup plus longues, et surtout, on manque cruellement de ces experts capables de les mener à bien. La conclusion est donc double. D'abord, il y a un besoin urgent et massif de former plus de spécialistes. Et ensuite, il faut que tout le monde, financeurs comme chercheurs, accepte que ces projets prennent du temps. Vouloir des résultats trop vite, c'est le meilleur moyen de faire des erreurs et de perdre en rigueur scientifique. Et enfin, il y a la question matérielle, qui est aussi une question politique. Ces données de santé sont parmi les plus sensibles qui existent. Où est-ce qu'on les stocke? Si on veut que ces données qui viennent du public restent sous contrôle public, alors ça veut dire que l'État doit investir massivement dans des infrastructures, des serveurs qui soient ultra sécurisés. En résumé, on voit bien que pour passer de la promesse à la réalité, les algorithmes seuls ne suffisent pas. Il faut un engagement politique et financier très fort et sur le long terme. Il faut investir dans l'accès aux données, dans la formation des experts et dans l'évaluation rigoureuse de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et on termine donc avec cette question, qui reste ouverte. Nos données sont-elles la clé de la santé de demain? La réponse est probablement oui. C'est une ressource d'une valeur inestimable. Mais pour s'en servir correctement, ça soulève des questions fondamentales sur la confiance, l'investissement, la souveraineté et la place qu'on laisse à l'humain. Le débat public sur ce sujet ne fait que commencer.